Ah, il y a eu un petit décalage, je crois, avec le... Allez, on va le remettre pour que tout le monde l'ait en entier. Je crois qu'il y a... Joyeux anniversaire, Dimitri. Joyeux anniversaire, Yann. Ah bah écoute, déjà 1 an de La Monday Night War, déjà. chiasse. 1 an de chiasse. On en a traversé des épreuves, quand même. Oui. Et pas de Raw aujourd'hui. Donc, petit épisode, de nouveau. La WCW, à 55 000 personnes près, aurait pu dépasser la barre symbolique des 5 millions de téléspectateurs. Je suis curieux quel show va faire 5 millions en premier. Bon, WCW vraisemblablement, mais quand, je ne sais pas. Car là, à partir de lundi prochain, enfin mercredi prochain, le 9 septembre, avec la concurrence de Raw, ça repasse en dessous des... là, on était à 4,3 en rating, donc ce qui fait 4,9 millions. Je crois que la semaine prochaine, c'est 3,8, 3,7. Donc, ouais. Faudra un petit peu de patience encore. Un petit peu de patience encore. Et aujourd'hui, normalement, si tout va bien, on aura... 4 et 5. Bon, 5. Cinco devrait être présent aujourd'hui. Après Cinco. Quattro, qui était donc Ted DiBiase, à notre grand bonheur. Tout à fait. On est en direct de la Chattanooga. Je sais pas si t'as déjà goûté. Non, j'aime pas le nougat, moi. Ah, d'accord. Par contre... hein. Donc, la semaine dernière, moi, je l'avais dit que c'était peut-être mon épisode de Nitro préféré. J'ai dit peut-être. Et ben finalement, c'est celui-ci. Et ben finalement, c'est quand même Chattanooga, j'ai envie de dire. Parce que on a une espèce de full smart génialissime qui me... Là, je n'ai qu'une envie, c'est de discuter, de savoir quand est-ce qu'on enregistre le prochain pour regarder le prochain Nitro, quoi. Celui-ci, donc, pour l'anniversaire, c'est vraiment une foule d'anniversaire, tu vois. Ils sont tous là pour s'amuser. Et ils avaient tous une bonne grosse couche pour se prémunir de l'année de chiasse qui vient de s'écouler. Exactement. Franchement, super chaud, super full, super fin encore. Peut-être encore mieux que la semaine dernière. Premier passage normal à la 2e heure avec rien qui se passe. Genre juste Welcome to Nitro, c'est la 2e heure. Plus, cerise sur le gâteau, un récap exhaustif de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il faut savoir au début de cette 2e heure. Les étoiles sont alignées aujourd'hui. Oui. Mais épiphanie aussi, parce que du coup, tu te dis, il aura fallu quand même 2 ou 3 mois pour comprendre qu'il n'y avait pas besoin de faire tout ce bordel. Ou à la limite, la première fois, quand tu veux marquer que le format change pour le premier Nitro de 2 heures. Mais après, tu n'as pas besoin de le faire 3 mois après. Donc là, ils ont compris, effectivement, ils apprennent de leurs erreurs. Tout à fait. Et ils commencent à produire un show de qualité de manière régulière, car c'est la 2e fois. C'est vrai, on n'a jamais eu... le seul truc, mais ça n'a rien à voir avec la WCW, c'est que quand tu lances l'épisode sur le network, eh ben, tu es spoilé de la fin. Oui. Alors merci les connards, quoi. Ce qui m'est pareil arrivé, et ça m'a beaucoup agacé, même si en vrai je m'en branle, mais c'est sur le principe que ça m'a énervé. Quand j'ai regardé vite fait SummerSlam 2020, j'ai donc avancé en regardant, tu sais, donc tu peux cliquer match par match. Oui. Et donc je voulais regarder le main event pour voir si Bray devenait champion. Et donc j'ai vu que c'était pas le dernier carré et que donc sur le carré d'à côté, il y avait marqué Roman Reigns revient. Et je fais franchement, c'est vraiment des cons, quoi. Alors là, je m'en fous parce que je m'en branle du catch Covid, etc. et que ce retour ne me provoque aucune émotion. Mais par contre, c'est quand même extrêmement bête de faire ça. Tu te dis bien que les gens vont regarder SummerSlam sans savoir les résultats, ou en tout cas qu'il y en a certains qui vont le faire. Et donc de spoiler dans les possibilités de clic, c'est horrible, horrible. Tu as une photo du spear de Roman Reigns, quoi. T'avais qu'à regarder en direct comme tout le monde. Non, mais je trouve que franchement, c'est pour un truc payant. Alors certes, c'est pas plus qu'un paquet de clopes, mais franchement, je trouve que c'est vraiment de la merde à ce niveau-là. Et ça m'a beaucoup énervé. Ça m'aurait énervé sur un takeover ou quelque chose comme ça de manière vraiment beaucoup plus conséquente. Là, je me dis, bon, c'est vraiment des cons, mais ça va. Mais sur le principe, c'est quand même très chiant, je trouve. Dans cet épisode, on n'aura pas d'illustration avant le main event. Donc, on va jongler entre celle-ci et
et celle-ci, vous avez tous les chiffres toujours parlants. Alors, la foule, au-delà de sa composition, qui est masculine, smart, de 18 à 35 ans, il y a quand même, comme on le voit, une immense partie du public qui a payé son billet. Il n'y a pas d'invitation quasiment. Donc, tout le monde est chaud parce que tout le monde a envie d'être là. Oui. Et c'est étrange parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est une foule de smart, chaude, etc. etc. D'habitude, c'est souvent Philadelphie, Boston, Chicago, etc., etc. Là, on est clairement dans le trou du cul du Tennessee. Et attention, blague trou du cul, Chattanooga, non, c'est bon? Non, Tennessee. Tout à fait. C'est étonnant. Non, je viens d'un autre état. C'est étonnant de voir une foule comme ça dans le Tennessee. Oui, si tu me montres le show, je te dis on est à Philadelphie, quoi. Tout à fait, c'est très très improbable. Mais pour la gratuité, j'ai envie de citer Monsieur Claude Oberlin, le chercheur indépendant que j'ai interviewé, tu sais, à l'Obélisque, etc. Oui, je me rappelle, la nuit du chauve. Qui a un musée de la glyptographie. Oui. Le seul musée de la glyptographie à Colmar au monde. Et il m'a raconté un petit peu qu'au début, comme il n'y avait pas beaucoup de monde, il faisait ses conférences gratuites. Et il m'a dit, mais tu peux pas imaginer le... Bon, il a utilisé d'autres termes, mais qui n'étaient, malgré son âge, pas moins durs. Tu peux pas imaginer le niveau de fils de puterie des gens qui viennent à un truc gratuit. C'est-à-dire que tu es en train de parler pendant ta conférence, les mecs, ils se lèvent, ils font du bruit, ils parlent, enfin, genre, ils décrochent le téléphone. Et dès que tu fais payer, bon, lui, c'est une somme symbolique pour payer les charges, etc. Mais à partir du moment où il fait payer même que 5 €, eh ben, ça écrème intégralement les connards. Enfin, il m'a dit la gratuité, c'est incroyable ce que ça. Enfin, comment les gens se permettent de se comporter quand il y a un truc qui est gratuit, parce que dans leur tête, ils se disent c'est gratuit, c'est de la merde, quoi. Je pense que c'est malheureusement une très grande généralisation et je pense que c'est pas du tout valable partout ou tout le temps. Mais bon. Bah écoute, ça a duré. Il a dit c'était systématique pendant des mois et puis après j'ai abandonné, quoi. J'ai fait payer parce que je pouvais pas continuer comme ça. D'accord. Donc ce n'est pas une généralisation. Ah ok, d'accord, il n'y a pas débat, très bien. Non, enfin sur son cas, non. Ah oui, c'est ce que je dis, sur son cas non, mais ça doit vraiment pas être comme ça partout ou tout le temps. DDP contre Alex Wright. Bon petit match de catch. Je suis très étonné, comme toujours, qu'on n'entende jamais Dave Penzer, quoi. On entend un peu des bruits, mais on ne sait pas trop à qui il parle. En tout cas, son micro n'est pas synchronisé avec nous, téléspectateurs, quoi. Mm-hmm. C'est très étonnant malgré tout. C'est très étonnant malgré tout. Mais dans la foule, putain, mais ils sont chauds, bouillants, et ils sont pro DDP. Ils sont pro DDP, ça pop, mais incroyablement pour le Diamond Cutter. Putain, genre, franchement, allez, il y a quoi? Il y a les parterres, et puis il y a peut-être 5 niveaux de sièges. C'est pas énorme. Diamond Cutter, toute la foule se lève, genre, oh putain, le Diamond Cutter qu'on attend depuis une semaine. C'est ça. Incroyable. C'est ça. Oui, c'est une foule qui aide vraiment bien à élever Diamond Dallas Page, parce que là, ils le font depuis longtemps. Ils essayent d'établir le Diamond Cutter comme le move le plus dévastateur de la fédération, quasiment. Et là, cette foule le met vraiment en valeur. Tu vois que c'est un move d'une star et que les gens veulent voir le Diamond Cutter. Je viens à Nitro parce que un des trucs que je veux voir, c'est le Diamond Cutter. Oui, mais c'est quand même fou de voir à quel point... Ouais, à quel point il est over. Mais moi, qui sont ces gens dans la foule? Non, mais c'est vrai. Parce que dans le Tennessee, c'est genre les shows à Sioux Falls ou Des Moines, quoi. Tu sais que ça va être un show de merde parce que les gens vont être assis pendant 3 heures. Donc Tennessee est quand même un état de catch. On a été dur avant. Enfin, OG était dur. C'est quand même un état de catch. Oui, de catch, mais pas de smart, quoi. Là, on a une foule Chicago ou Nord-Est. Oui. Bah, visiblement, oui. Il y a quand même des smarts. La preuve, ils sont là. Mais oui, c'est vrai que c'est étonnant. C'est étonnant, mais c'est vrai que le Tennessee, c'est pas non plus l'Omaha, quoi. C'est quand même, il y a quand même une tradition de catch dans l'État. Ensuite, interview de Nick Tatrick. Promo charisme, hein. Putain, incroyable. Moi, je deviens fan de ce mec parce qu'il arrive à générer en moi beaucoup d'émotions, quoi. Oui, quand je le vois dans le ring, j'ai envie de lui rosser la gueule. Et quand je le vois au micro, je me dis quel bonheur parce que tu es le seul qui sache faire une promo, quoi.
Ah non, mais là, franchement, son charisme est incroyable. Sa diction, elle est vraiment super bonne. Tout est super cool. Ce qu'il dit, enfin, il va au fait. Ce qu'il dit est intéressant. Voilà. Il s'acharne sur Minjin en lui disant justement que c'est Minjin qui met de l'huile sur le feu et qui justement s'acharne sur Nick Patrick. Et il met les choses au clair avec une phrase: la loi, c'est moi. Point final. Voilà. Donc maintenant, vous me laissez. Si j'ai pas été viré, tout est reviewé par les officiels de la WCW. Tout à Je fait. suis toujours là, donc je suis légitime. Point. Aussi légitime que le 69 qui approche à grands pas entre le colonel et Sister Sherry. Putain, elle reçoit des cadeaux. Comment on appelle les chaps? Je me suis posé la question, j'ai pas eu le temps de chercher. En français, je sais pas comment on dit ça. Ah bah, je sais pas. Alors, chaps. Donc oui, parce que donc il y a une promo avec Sister Sherry et le colonel Parker interviewé par Minjin. Minjin ne sert à rien à part juste tenir les micros. Et la sœur Sherry reçoit des cadeaux, donc un gilet à franges et alors oui, des chaps, mais je sais pas comment on dit. J'ai jamais su d'ailleurs comment on disait en français. Je cherche, je ne trouve rien de concluant. Et donc ils expliquent qu'ils vont s'éloigner un peu du catch pour passer du temps dans la plantation du colonel. Ouais. Des bottines? Mais non, c'est pas des bottines, c'est les trucs de cow-boy qu'a par exemple Shawn Michaels là. Les trucs que tu rajoutes par-dessus ton pantalon en cuir. Ah, le porte-flingue? Bah c'est ça l'idée, c'est que c'est un truc que tu serres à la ceinture et qui descend jusqu'aux bottes, qui est en cuir que tu rajoutes par-dessus ton fut. C'est les chaps, mais du coup je sais pas comment on dit. Ça, je sais pas. Indiquez-nous dans les commentaires, déjà souhaitez-nous bon anniversaire et indiquez-nous comment on dit chaps en français. Et donc voilà, Sherry et le colonel, ils se cassent un peu du catch, ils vont passer du bon temps dans la plantation, ce qui fait que pour le match suivant, les Harlemites La sont tout seuls. plantation. Mais c'est ce qu'il dit. Le mec est maître esclave. Non, Bah, il dit dans son ranch. Bah c'est la plantation, colonel Parker, t'es sérieux quoi? Mais il est dans son ranch, lui. Il a dit, il n'y a pas de plantation au Tennessee, lui. Ou même. Tu crois Oui. il est pas dans le Tennessee? Tu crois Si. qu'il a sa fortune d'où, le colonel? De la canne à sucre? Mais non, mais non, mais non. Bah arrête-toi. Allez. Alors, colonel Harlemite, Parker, fortune. canne à sucre. Je trouve rien, tu vois, donc c'est pas ça. Donc les Colonel Harlemites Parker. sont tout seuls. Oui, mais c'est pas grave parce que tu vas nous dire qui c'est qu'ils affrontent. Bah, c'est ce que j'ai. Alors putain, j'allais te dire, vas-y, fais-nous le plaisir de nous décrire leurs adversaires. Tu as Bah, le marteau. je cherche l'origine de la fortune du colonel Parker. Pendant Mais que tu parles, je veux dire. évidemment que c'est la traite des nègres. Mais non. Mais évidemment que si. Alors. Vas-y, mais continue, je cherche. Il a le profil Harlemite contre le marteau Greg Valentine, qui est le plus beau gosse de son équipe cette semaine. Ah putain, je crois que t'allais dire plus beau gosse du ring. Je vais dire, mec, t'es gentil quoi. Franchement, il y a peu de scénarios dans lesquels Greg Valentine est un peu le mec stylé d'une team. C'est un peu comme dire que dans les vacances de l'amour, il y avait un mec plus moche que Galfi. Voilà, exactement. Et ben là, il y a un mec plus moche que Galfi, c'est Buddy Valentino. Est-ce que tu as une photo de Buddy Valentino? Non. Hein. Non, mais Ah, on peut. Vas-y, parle-nous du match. Il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. D'ailleurs, on n'en dit pas grand-chose parce qu'il y a Ted DiBiase qui arrive dans le public et donc la story, c'est immédiatement la NWO, Quattro, etc., etc. Oui, Buddy Valentino, c'est quoi? C'est physique un peu à la Dusty Rhodes, on va dire ça comme ça. Ouais, je vais dire Buddy Rhodes qui a mangé Buddy Landel. Ouais, Dusty Rhodes qui a mangé Bash and Booger, un truc comme ça là, en termes de sex appeal. Il y a des cœurs sur sa tenue. Il y a un petit peu le côté sex appeal, tu vois. Baston Booger, au moins, il avait le mérite d'être. Le consensus à son sujet, c'était quand même qu'il était répugnant. Mm-hmm. Là, l'autre, c'est juste un mec qui a ni charisme, ni corps, ni dégueulasserie, comment dire, sublimante. Voilà, il est juste. C'est juste moche et inutile à tous les niveaux. Ça fait presque de la peine, tu vois. Tout à fait. Tu sais pas pourquoi il est là. Et c'est des trucs à l'aloe vera? Non. Concombre, épinard, pomme, citron, gingembre.
Ah, je connais. Hmm. Donc oui, Ted DiBiase dans le public. On parle pas du match. Les Harlemites gagnent très rapidement. Énorme Avec pop. le Harlem Hangover qui prend une énorme pop comme d'hab. Et ils Non, sont je parlais attaqués de pendant... quand DiBiase il arrive. Ah oui, oui, bah, on verra. Oui, bah, oui, les gens sont Bon, en intéressés. fait, de manière générale, dans ce show, tout ce qui est cool, il y a une méga pop. Oui. Mais il faut bien être clair. Il faut bien être clair, pardon, sur le fait que ce soit la première fois de l'histoire de la WCW qu'il y a une foule comme ça, quoi. Oui. Si vous voulez commencer la Monday Night War, franchement, commencez ce soir, quoi. C'est impossible de faire mieux. C'est vrai. Parce que d'habitude, il y a déjà eu des foules très chaudes, mais elles sont très chaudes sur les gros gentils, sur Sting, Hogan, etc. Voilà. Là, c'est l'équivalent, sauf que c'est valable c'est valable un peu à contre-courant, comme des foules un peu modernes par moment, quoi. Promo des Harlemites à la fin du match, ils sont attaqués par les Nasty Boys, qui les Spike Piledriver pour redresser la table parce qu'ils s'affrontent à Fall Brawl dans 15 jours, me semble-t-il. Alors, en voyant les Harlem Heat, alors déjà pendant la promo, je crois que c'est la première fois que quelqu'un dit « Can you dig that, sucker ?» Oui. Et c'est Stevie Ray qui le dit. T'es sûr de ça? Ouais, l'homme de gauche. Et en voyant les Harlem Heat, j'ai pensé à notre débat de je sais plus quand. Tu me demandais pour moi qui est l'homme parfait ou je sais pas quoi là, où les femmes ont envie d'être avec lui et les hommes aimeraient être lui. Ah oui, d'accord. Et toi, tu réponds Stevie Ray? Eh ben non, absolument pas. Jerry Saggs. Mais en voyant les deux Harlem Heat, il y a un décalage. Parce qu'entre ma blague et ton rictus, j'ai vu qu'il y avait 3 secondes. Non, ça va. Je pense que là, je n'en vois pas en tout cas. Eh bien, je sais pas si tu les connais, les Hodge Twins. Ah oui, tu m'avais déjà montré ceux qui font du culturisme là ou je sais pas quoi. Oui. Bon, maintenant ils font plus de la politique qu'autre chose, donc j'ai arrêté de les suivre. Mais à l'époque où ils faisaient juste workout et selfie dans la voiture, burger, ouais. Et donc oui, parce qu'ils sont mi-black, mi-mexicains. Ils sont grands, ils sont musclés, ils ont des yeux verts. Quand ils te regardent méchamment, tu changes de trottoir, et quand ils te sourient, tu as envie d'être leur meilleur ami. Donc en fait, les Hodge Twins, pour moi, c'est l'Eldorado du masculinisme. Bah, ça en dit long, dis donc, vu leur niveau de musculature, etc. Ah non, mais non, ils sont juste pas. Enfin, ils sont très baraques, mais ils sont pas. Enfin bon, pour le commun des mortels, oui, ils sont méga musclés, mais à l'échelle américaine, c'est juste des gars qui vont au gym, quoi. T'es sérieux ou quoi? C'est des monstres. Mais non, ils sont très grands. Mais évidemment que c'est des monstres, c'est des joueurs de NBA, les gars. Mais non, mais attends. Mais ça va ou quoi? Mais non, mais attends, je vais te montrer une photo là. Alors attends, on va chercher. Non, mais je vois très bien. Mais donc oui, les spectateurs diront la même chose. Ce sont des monstres. Ce ne sont pas des gens qui ressemblent au commun des mortels. Pour le commun des mortels, mais dans la sphère du culturisme. Du culturisme, c'est juste des Américains black avec une charpente déjà très bien définie. Vas-y, montre-les. Bah, attends, j'essaie de trouver une photo sympa. Ils sont minces du coup. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand ils ont un t-shirt, tu te dis pas putain les mecs sont des monstres. Mais bah si, enfin moi aussi en tout cas. Bah oui, parce qu'on est français déjà. Mais je veux dire, ils sont suffisamment peu musclés pour que en tenue quotidienne, tu te dises bon les mecs sont baraques, mais voilà quoi. Bah je pense que notre curseur est pas placé au même endroit. Moi je pense qu'évidemment. Alors enregistrer l'image, voilà, on va mettre celui-là, tac, tac, tac. Non, parce que quand les gars sont trop musclés, tu le vois, même quand ils sont habillés, quoi. Oui, bah là, c'est le cas. Non, tu vas voir. Non, il n'y a pas débat. Hop là, voilà. Mais t'es sérieux ou quoi? Donc les mecs ils sont très baraques, mais c'est pas des monstres du tout. Mais regarde. Dans quel monde le mec de gauche n'est pas un monstre, là, par exemple? Mais pour la France... Évidemment, le mec fait 1m90, donc forcément, mais regarde les poignets. Les poignets, ils débordent pas, les poignets sont fins. Le mec me dit, regarde les poignets, quoi. Oui. Ils sont des monstres, ces gens. Ces gens sont des monstres physiques. Ils sont bien taillés, ils sont très athlétiques, mais ils n'ont rien...
quand tu les vois marcher dans la rue aux US, à part le fait qu'ils fassent 1m90, baraque, black, beau et jumeau, tu te retournes pas plus pour eux que pour un Américain sur 3 que tu croises dans la rue. Je te trouve extrêmement dans l'exagération. Ça, c'est des... Ben oui, mais de toute façon, on n'a pas le temps de débattre parce que tu contournes ou tu refuses. Dans je refuse pas, c'est juste... Ils ont des physiques de fitness. Oui. Voilà. Pas de musculature outrageuse. Bah, franchement, là, moi, quand je vois des bras comme ça, je pense à musculature outrageuse, hein, franchement. Oui, mais c'est des corps de fitness. Dean Malenko, Chris Jericho, je sais même pas pourquoi tu me parles de ça. En plus, on a évoqué ce débat au premier Nitro de Monday Night War, quoi. Parce que les Hodge Twins, c'est le mal alpha. D'accord. C'est pas Buddy Valentino, du coup. Ah putain, non, ça c'est sûr. Dean Malenko contre Chris Jericho. Les deux deviendront les plus grands rivaux. On a hâte d'arriver à Cyclopée, à la liste de moves de Chris Jericho, etc. On va en voir Slamboree 98. Avec... On a le temps encore. Mais on a un décalage. Hein, on se parle dessus non-stop. On a plusieurs secondes de décalage. Je pense qu'on se parle dessus, mais moi, je ne vois pas de décalage. D'habitude, je vois quand il y en a un, en tout cas. Dis catch quand j'ai fini de dire cette phrase. Catch. Ah voilà, 2 secondes. Mais non. Jericho en face, c'est quand même malaisant, je trouve. Ben, vas-y, je te laisse développer. Bah, les babyface du genre, je sais pas, quand moi j'étais babyface il y a 13 ans et je faisais allez, come on baby. C'est assez malaisant, mais c'est d'autant plus malaisant qu'il faut lui reconnaître un talent immense parce que dans moins de 3 ans, le mec va quand même débuter à Raw en interrompant le Rock. Oui. Moi, j'ai trouvé que autant la semaine dernière, Jericho m'avait pas fait une bonne impression, autant là, j'ai trouvé qu'il était vraiment très cool. Déjà, en termes de catch, il s'établit comme un acteur potentiellement intéressant. Et après, j'ai trouvé que déjà, il montrait un peu de personnalité comme tu le dis, dans un contexte où on lui laisse pas vraiment faire grand-chose parce qu'il est face sur face qui va taper dans les mains des fans et qui a pas vraiment de personnage. Mais je trouve qu'en termes d'expression faciale, de jeu avec la foule, le fait de parler dans le ring, etc., je trouve qu'il sort un peu du lot déjà quand même. Alors certes, c'est évidemment biaisé par le fait qu'on sait qui est Chris Jericho et qui il va devenir. Mais là, je me mets dans je pense que j'aurais bien aimé Chris Jericho sur ce match si je l'avais vu à l'époque, tu vois. Je trouve qu'il sort du lot, c'est pas juste le gentil, tu vois. Et pareil, surtout au niveau de ses expressions faciales, je trouve qu'il a quelque chose. Et après, le match est génial parce que évidemment c'est Malenko contre Jericho. C'est doublement génial parce que comme tu l'as si bien dit, il y a des smarts partout. Il y a un chant ECW, quoi. Le premier de la Monday Night War, évidemment. Mais d'où les mecs chantent ECW au Tennessee. Ouais, c'est ça, c'est dingue parce qu'on est quand même en 96, quoi. C'est assez fou. Il y a un mec dans le public au premier rang. Il y a un mec au public au premier rang qui a un t-shirt Spanish Fly. Eh ben. Alors, le mec, il a vraiment vu le Super 8. Hein. Tu crois que c'est le rep des SATs? Joël et José. Et rouge? Et rouge? Amazing Red? Super rouge? Bah, au début, les SATs, c'était les 3. Hein. Parce que les autres, c'était les Maximos. Los Maximos. C'était les 3 les SATs? Non. Bien sûr. C'était les SATs plus Amazing Red. Allez, on va regarder ça. SATs. Traite maigrir. Ah non, je confonds. SATs Amazing Red. Oui, non. Alors, pendant le match, il y a Ted DiBiase qui se barre et Tony Schiavone nous dit ouh là 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 là, il doit y avoir un truc parce que la semaine dernière, il est venu, il n'est pas parti avant la fin du show. Donc, je pense qu'il y a des affaires à affairer. Et Bobby Heenan dit il est peut-être tout simplement, il a peut-être juste envie de pisser. Et Tony répond ah oui, tiens, c'est vrai. Et c'est la fin de cette discussion. Mais c'est vraiment cool parce que ça crée une vraie réaction quand il se lève. Tu sens que les gens comprennent qu'évidemment la présence de Ted DiBiase va mener à des trucs. Et quand il se lève, les gens perdent complètement le match de vue. Ils sont à mort dans l'angle de la NWO. Tu vois que là, ça commence à vraiment, vraiment intéresser les gens. Tu avais raison pour les SATs. C'était que les 2 Maximo. Tout à fait. Voilà. Je connais ma Ring of Honor. Quel âge a Amazing Red, juste pour qu'on chiale?
Allez, attends. Euh... 33. Bah non, quand même pas, putain. Il catchait il y a 18 ans. Bah alors. 37 ans. 38, ouais. Putain. Ouais. Grosse victoire pour Chris Jericho quand même. Enfin, alors, Oui, c'est ça. aujourd'hui, c'est une victoire hautement importante, mais on va voir comment ils vont l'utiliser dans les semaines à venir. Mais voilà, aujourd'hui, c'est une victoire clé, quoi, qui est reçue d'ailleurs en tant que telle grâce à la Full Smart, qui peut-être va l'aider à biaiser l'avis du public qui comprend un peu moins le talent ou qui connaît moins, etc., dans les semaines à venir. Oui, je pense que oui. Cette foule a fait du bien à Diamond Dallas Page. Allez, mets-toi près du micro. Cette foule a fait du bien à Diamond Dallas Page et à Chris Jericho, je disais. Tout à fait. Clip le sur géant. Rey Mysterio et Super Calo. Qui s'affrontent à Fall Brawl. Et la WWE, elle n'est pas prête de nous proposer des trucs comme ça. Hein. Putain, pas du tout. Hein. Quoique Marc Mero commence à faire des shooting stars. Des shooting stars. Enfin, quand je dis ça, c'est plutôt, présenter des cruiserweights, tu vois, en tant que vraie partie du produit. D'ailleurs, honnêtement, la WWE n'a-t-elle jamais présenté quoi que ce soit de valable en cruiserweight hein, en tant que vraie valeur du show avant que l'évolution du style tende un petit peu vers le cruiserweight et que ce soit un peu fondu et intégré au catch, au catch du milieu des années 2000. Bah oui, non, clairement, il n'y a jamais eu de division cruiser vraiment intéressante, quoi. Et j'aimais bien, oui, évidemment que j'aimais bien Scotty 2Hotty et tout, mais voilà, c'était pas une division cruiser à la hauteur de la WCW à aucun moment. Et pareil, il n'y avait pas la même emphase qui était mise dessus. Takami Shinoku contre le Great Sasuke à Canadian Stampede. Voilà. On se parle dessus. Ouais, il n'y a pas de décalage. Effectivement, vas-y, allez, parle-nous du géant et du Brad Armstrong. Moi, j'aime bien Brad Armstrong. J'ai décidé de faire un point Brad Armstrong parce que je le trouve vraiment cool. Et j'aime bien sa gimmick de patriote américain. Il est dynamique, il est content, il saute de partout, il a plein d'énergie. Et j'étais super surpris parce que il a un petit peu d'attaque contre le géant. C'est vrai. D'habitude, tu vois ce match, tu te dis c'est chokeslam et c'est terminé. Le mec a pété Norton et Ming et tout le monde avec juste le chokeslam. Là, le match doit durer 3 minutes. C'est un espèce de squash un peu prolongé. Et c'est là où je voulais en venir. Les commentateurs disent bah dis donc, qu'est-ce qui se passe avec le géant aujourd'hui? Il a peut-être la tête ailleurs. Qu'est-ce qui lui arrive? Il va se passer des trucs ce soir. Je sais pas. Bon, en même temps, il lui rate la gueule en 3 minutes quand même. Hein. Oui, mais en 3 minutes pour Brad Armstrong, excuse-moi. Eh ben oui, mais peut-être que chemin faisant, Brad Armstrong, voilà, il se gargarise et il a regardé des cassettes. On a déjà vu l'entente Sanois-Sagrassien éliminer une équipe de D2. Hein, oui, mais justement, même si tu travailles sur tape, tu ne peux pas contrer le géant. Lui, il a trouvé des petits moyens. Pendant ce temps-là, il y a une limousine qui arrive. Ah oui. Ça veut sûrement dire NWO. On va voir la suite plus tard dans le show. On a d'ailleurs une promo vignette noir et blanc de la NWO avec juste Hulk Hogan, que j'ai trouvé super sur cette promo. 1996, quand même, oui, hein, ça c'est sûr. Vas-y, dis-moi ce que tu en as pensé. Très bien. Très bien à tous les niveaux. Enfin, je veux dire, dans le contenu, bon, c'est toujours la même réalisation, etc., que par rapport aux autres vignettes NWO, mais on est dans le. Et puis c'est long quand même, ça dure, hein, 3 voire 4 minutes, un truc du genre. Oui. Et c'est. Non, c'est une vraie réussite à tous les niveaux, d'autant plus qu'on est en 96 et on voit. C'est le principe de la NWO, on n'a jamais vu des trucs comme ça se faire. Encore moins quelqu'un payé pour délivrer son message. Oui, c'est ça. Il montre vraiment une personnalité différente. Il fait le tour un peu du propriétaire, là, en blâmant un peu tout le monde, toutes les forces en présentes. Il shoot dans un ballon de plage globe terrestre pour dire le monde est à nous. Comme dans Scarface. Disait Passy. Ah non. Ouais, voilà. C'est la même référence, donc du coup, tout va bien. Comme disait Bisson Abisso.
Ouais, non, franchement, super promo. Ensuite, on a le passage à la deuxième heure qui se passe comme tu l'as dit. Voilà, normalement. Très calmement. Normalement, j'ai envie de dire, effectivement. Et Alors par contre, je remets un petit peu leur booking parce que même si le passage à la deuxième heure se fait bien, après on a quand même Randy Savage contre Ron Studd qui est celui qui Feuillata. incarnait Feu Yata Feuillata. et Futur Raz. Ouais. Ouais. Tu connais la formule des matchs de Macho Man? Non. On n'a pas besoin de d'écrire plus. Il se fait Ah, dominer. Innocell à un moment donné parce qu'il décide que ça suffit. Macho elbow et c'est terminé. Et donc un petit peu de suite dans les idées parce que ce match c'était pour se préparer contre le Giant, pour se préparer pour le match contre le Giant qu'il aura à Fall Brawl. Et il fait une petite promo pour dire qu'il battra le Giant à Fall Brawl et il annonce déjà qu'il va affronter Hulk Hogan à Halloween Havoc dans 2 mois, quoi, voire même un peu plus. Ron Studd, c'est un peu Gillberg qui a pris trop d'hormones de croissance, je trouve. Oui, effectivement, il y a un gros air de Gillberg, effectivement. En termes de look, c'est très 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 difficile de faire pire. Hein. Big Ron Studd. Le booking de Macho Man quand même m'étonne, ne cesse de m'étonner, on va dire, parce que il est très présent, il est toujours présent, mais en dehors des gros matchs de pay-per-view ou autres, comment dirais-je, les mecs de la NWO, des Horseman, du Dungeon of Doom et compagnie, on va dire les main eventers en général, ils ont les matchs de pay-per-view, ils ont des gros matchs à Nitro, genre entre eux ou autres, mais en dehors de tout ça, ils sont pas non plus très présents. Alors que le Macho Man, il y a une liste interminable de matchs dans lesquels il bat des jobbers ou des petits mid-carders, chose que ne font pas forcément les autres, hein, les Sting, les Luger, tout ça, quoi. Tout à fait. On l'avait déjà évoqué, mais c'est vrai qu'on le voit quasiment que contre des jobbers, le Macho Man. Avec cette formule légendaire maintenant. Frites à volonté. Frites à volonté. Ensuite, on commence à rigoler. Ensuite, ça devient la WCW. Brièvement quand même. Il faut pas oublier que c'est un très bon show. Lex Luger et Sting contre les Steiner. Avant que le match commence, il y a les Horsemen qui courent vers la limousine à l'extérieur du ring. Mais elle est vide. Elle est vide. Dommage quand même. Ça sent le rififi. Bah, si elle est vide, ça veut dire que le mec est déjà dans la salle. Donc moi je dis les gars, bah c'est ça. Faut avoir les pétoches. Hein. Bah c'est ça. Début du match. Ah mais attends, il y avait un autre truc de limousine que je voulais dire. C'est après. C'est après. Oui, là t'inquiète qu'il y a suffisamment à dire avec la limousine. Oui. Alors rétrospectivement, on va en parler. C'est ça que j'avais en tête. Vas-y. Le match commence. Je sais plus ce que c'est. Luger et Scott Steiner, je crois. Et Rick Steiner. Prise de contact. Luger et prise de contact. Ça se bouscule un petit peu pendant quoi 4, 5, 6 secondes. Ils ont le malheur, donc ils sont en prise de contact. Ils ont le malheur Lex Luger a le malheur de toucher à peine, d'effleurer à peine Nick Patrick, qui signale la disqualification. Ouais. La sentence en fait, c'est genre, est irrévocable. C'est Rick Steiner prise de contact. Rick Steiner pousse, Lex Luger part un peu en arrière, il touche l'arbitre, direct. Le mec, il a même pas pensé à rien du tout. Là. Direct, disqualification. Disqualification, ça va pas améliorer la controverse. J'ai trouvé que ce segment était génial, parce qu'autant au niveau du booking, c'est un peu exagéré par rapport à tout ce qui se passe par rapport à Nick Patrick, autant la hit, elle est mais nucléaire, quoi. Les gens sont furieux, c'est de la vraie hit de catch où les gens ne sont pas contents. Premier chant de l'histoire de la WCW avec des clap. Oui. Et franchement, est-ce que tu as capté ce qu'ils disaient les mecs ? Je sais plus. Je t'avoue que je sais plus. Moi, j'ai pas compris parce que c'était un truc avec sock et ensuite tac. Peut-être que c'était un truc par rapport au... referee socks. Oui, un truc comme ça. Un truc du genre. Mais c'était un de ces bonheurs, putain, d'avoir cette foule d'hommes là qui chante un chant de catch, quoi. Oui.
Oui, et c'est très spontané évidemment et c'est très naturel. C'est pas comme maintenant où tu as les gens qui vont Ouais, faire des chants parce que c'est c'est cool. exigé socialement, tu vois, voilà exactement. Là, c'est vraiment de la pure réaction à un produit. C'est-à-dire, on n'est pas content, on est saoulé, on va gueuler par rapport à ça. Et ça, c'est vraiment génial et c'est quelque chose qui a quasiment disparu du catch en fait. Donc, un vrai bonheur de voir Nick Patrick être pendant un mois le plus gros heel du catch américain, quoi. Ouais. C'est vraiment super. Sting et Lex Luger le pourchassent pour s'expliquer. Le mec se barre dans les vestiaires. C'est la fin du segment. On a le début du prochain match. Et donc là, Yann, Oui. les Horsemen, on a un 8-man tag. On a les Horsemen contre le donjon. Le Oui. donjon, c'est Ming, le barbare, Kevin Sullivan et le Big Boss Man. C'est ça. Et donc, je te laisse parce que je sais que tu adores la première séquence entre Mongo et Kevin Sullivan pour débuter le match de catch. J'ai pas de Et je souvenir. sais plus. Tu me l'avais montré sur Twitter et c'est Ah! ce match. La séquence où Ah! Mongo fait n'importe quoi. Ah oui, alors je devais prendre mes notes. Pourtant, elle doit durer au moins 25-30 secondes. Oh, tu sais, mes C'est une notes sont séquence, rigoureuses. c'est une séquence qui est lunaire. Mais Tu si t'en c'est rappelles du coup, tu me l'avais envoyé sur. oui, sur Twitter. Oui, non, mais oui, c'est C'est inexplicable. Tu as l'impression que Mongo est en crise d'épilepsie en fait. ouais, c'est ça. Tu- Mais sur une durée quand même assez prolongée, oui, 20, 25, 30 secondes. Rien. C'est le début du match, hein, donc là, on a juste à faire prise de tête, se projeter dans les cordes, etc. Mais Oui, lui, rien de. il essaye que Ouais, des trucs. En fait, tu sais pas forcément ce qu'il essaye, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il essaye des trucs qui n'ont absolument rien à faire à ce moment-là, enfin, qui ont leur place oui, dans un match de catch, mais pas au début quand ça commence, quoi. oui. Oui, à un Il moment donné, essaye il monte sur la troisième corde, il descend parce qu'il voit que Sullivan n'est pas là. Enfin, c'est il fait complètement fou. il fait des moves il tente des moves de transition, et puis, enfin, oui, c'est un mystère absolu, quoi. Ah, franchement, il a totalement buggé. Tu me l'avais envoyé sur Twitter au tout début, là, quand je m'étais inscrit. Je pensais vraiment pas du tout que c'était dans ce match, mais dès le début, j'ai fait oh putain, c'est cette séquence. J'essaie de le retrouver, il Et faudra que je le repartage maintenant. Comme ça, vous pourrez aller sur mon Twitter, les amis. oui, oui, tout à fait. Franchement, c'est un bonheur incroyable. C'est à voir. Mongo contre Kevin Sullivan qui font du catch. Ouais. Magnifique. Le match est génial. Ah bah, alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que contrairement à depuis toujours où tu as des montagnes qui accouchent d'une souris quand tu as des six-man, des eight-man, des trucs géniaux, Oui, et ben là, le match dure plus de 6 minutes. Enfin, il dure un gros quart d'heure, en fait, même. Donc, on a oui, bah ils nous ont, oui. un vrai gros putain de main event. Bah, ils nous Comment ont déjà dirais-je privé de ouais, Steiner contre Sting et Luger, donc là, ils sont obligés de nous le donner dans son intégralité. Et franchement, c'est vrai. c'est vraiment super. Les Horsemen sont au sommet de leur art, ils sont vraiment hot comme ce peut permis. Pendant le match, tu as Sting et Luger qui chassent Nick Patrick dans le parking. Oui. Tu vois que Nick Patrick, alors devant, donc au bout de l'image, tu as donc une limousine et à côté, tu as une bagnole de flic. Nick Voilà. Patrick court. Il part à droite. Il ne rentre, que ça soit bien clair, ni dans la limousine, ni dans la bagnole de flic. Il disparaît Voilà. du champ. Ouais. Et donc, comme tu l'avais déjà dit dans plein de courses-poursuites, il part à droite, bah toi, tu pars à droite aussi. À ce moment-là, parce que c'est lui que tu pourchasses. La limousine démarre. Sting suit la limousine, alors qu'à la base, il coursait Nick Patrick. Oui, mais c'est comme dans Game of Thrones. Comment dire? Et puis, tu vois, c'est le côté un peu binaire de Sting. Il poursuit Nick Patrick et tout d'un coup, le visuel de la limousine le rappelle au bon souvenir que la NWO, c'est quand même plus important. Donc, il se dit, oh putain, Ouais. limousine. Et je pense que son cerveau oublie Nick Patrick et il se met en chasse de la limousine en jetant un putain de parpaing à travers la vitre. Donc, Oui, tentative d'homicide, hein, oui, devant oui, les devant les flics. qui est là, tranquille. Et non Voilà. seulement les flics ne font rien, mais en plus, les mecs, comme dans un mauvais film, ils volent la voiture des flics. Oui. Et le mec. Oui, parce que le keuf sort en disant bah alors, il y a un problème, messieurs, qu'est-ce que se passe-t-il? Et donc là, il pique la voiture et il se barre avec Et le pour flic. poursuivre la limousine.
Voilà, normalement, on est aux États-Unis, quoi. Donc, vu que tout le monde peut avoir un flingue, en général, tu tires sur tout ce qui bouge, quoi. Là, le flic, Tout à fait. allô, allô, sandwich, 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 voilà. Ouais, Et ouais. disparition. Fin de truc extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup ri, et puis j'ai vraiment éclaté de rire, je pense, quand il jette le parpaing, parce qu'il jette une pierre qui a cette taille-là, quoi. Oui, Et il dans la une jette vitre avec qui une est... violence dans la vitre. Oui, le mec qui est derrière, enfin, voilà. Si la limousine est là, c'est qu'il y a probablement quelqu'un dedans, on ne sait pas. Tout à fait. Le mec qui est derrière risque sa vie, là, à ce moment-là. Ouais. Ah oui, non seulement Ah avec oui, les attends, éclats, mais en attends. plus la pierre. Un truc qu'on n'a pas précisé avant, qui est essentiel pour la compréhension de la connerie de cette histoire de limousine, c'est que quand il y a eu la première apparition de limousine, donc il y a la NWO qui sort, la caméra se rapproche et font oh non, 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 regardez pas, regardez pas, regardez pas. On en reparlera tout à l'heure. D'accord, très bien. Donc oui, là, en termes de overréaction, là, on est pas mal avec Sting et Luger, qui donc jettent une pierre sur une limousine et volent une voiture de flic. Ça peut avoir des conséquences dans la vie. Hein. On le verra la semaine Ça peut prochaine, avoir je pense que ce sera oublié. Hein. Tout à fait. Oui, c'est ça, mais en soi, voilà. Scène un petit peu bizarre, comme il y en aura certainement souvent, entre Chris Benoit et Nancy, où tu as du rififi entre les deux. Nancy lui gueule dessus, mais on comprend pas exactement pourquoi dans le match, sachant qu'ils sont évidemment ensemble. Il a Elle du lui mal, hurle... je sais pas, il a du mal à faire les pattes hier soir, un truc du genre. Ouais, elle lui hurle dessus et donc il lui dit vas-y, mêle-toi de tes oignons. Et bon, tout ça est quand même un petit peu stressant à chaque fois. Victoire à cause de 2007. Bah oui, moi j'ai pas envie de voir Chris Benoit gueuler sur Nancy Sullivan à la télévision. Ouais, mais peut-être que. Bah ouais, mais est-ce qu'on hurle sur sa femme sans raison? Elle a dû lui casser les couilles à un moment ou à un autre quand même. Victoire dans la confusion. Ah oui. Il se passe beaucoup de choses dans ce match. Il y a beaucoup de protagonistes évidemment parce que les Horsemen sont avec en plus Miss Elizabeth, Nancy, blablabla, le donjon, il y a tout le monde. Il y a beaucoup de monde dans le ring. Prise en 4, assistée par Nancy pour le tomber. Du coup, elle aide Ric Flair avec les mains dans les cordes et donc ça crée le tombé sur, je crois, Kevin Sullivan. Oui. Immédiatement à la fin du match, attaque de la NWO et là on rentre dans une sphère qui est formidable. Jusqu'à la fin, ça dure au moins 10 minutes. Oui. C'est génial de A à Z. Tout ce qui va se passer est génial. Attaque de la NWO. Il pète tout le monde avec batte de baseball, je crois. Je trouve que c'est un peu tôt. Par contre, le seul truc que j'aurais à dire, c'est que le géant arrive très tôt. C'est vrai qu'il arrive très tôt. Et c'est vrai que le seul truc qui m'a un tout petit peu dérangé, c'est que quand il arrive, comment dire, ils n'ont pas du tout fait mousser le truc, tu vois. Oui, c'est ça. Bah oui, il arrive, il fait un ou deux pas, et en fait, au moment où il est au niveau du barbare que l'on voit à l'image, là, il le prend et il lui fait même pas un chokeslam éclair, il le prend et puis il met quand même 5-6 secondes. Donc c'est... Oui. Le truc voudrait qu'il soit à côté du barbare. On va allier nos forces de donjon pour vous rosser la gueule, un peu comme l'angle de l'invasion ou je sais pas quoi. Et puis au moment où c'est prêt à éclater, voilà. Hop là, je me retourne, t'es à côté de moi, je te prends sur la gorge, je chokeslam direct. Oui. Donc visuellement, c'était pas comment dire, la réalisation du heel turn n'était pas super, mais visiblement, on a Cinco. Visiblement, c'est Cinco. Et si la réalisation du heel turn n'est pas super, la réaction au heel turn est incroyable. Ouais. Incroyable. Hit incroyable. Ensuite, double hit incroyable parce qu'il fait un câlin à Kevin Nash, histoire d'enterrer les doutes parce qu'on est à la WCW et comme dit, il faut quand même être absolument sûr à 100% au niveau des heel turn, face turn, etc. parce qu'on ne sait vraiment jamais. Là, le câlin, c'est bon. Heel turn, premier heel turn de la carrière du Big Show. Oui. Enchaîne, oui. Dis-moi. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Macho Man? Après, il y a du Macho Man. Il y a pas mal de gens qui essayent de revenir avec même Mango, Benoît, etc., avec des chaises, etc. Mais ça ne marche pas. Oui. Tout le monde se fait rosser la gueule. Et puis ensuite, bon, là, la foule si la foule était surexcitée la semaine dernière, là, ils sont double surexcités. Comme d'hab, la moitié du public jette des détritus, l'autre moitié
jubilent comme c'est pas possible. Les mecs quittent le ring, tout le monde est au sol, ils prennent les micros et puis ça discute à la table des commentateurs en disant bon là tu vois que le Giant, l'impro c'est pas trop son truc. Oui. Parce qu'il essaye de baragouiner un ou deux mots, genre quand il a entendu le début du mot de Hogan, il le finit ou des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Mais donc là, comme d'hab, ça discute à la table des commentateurs et ensuite ça rechie parce que tout le monde revient. Là, ça se jette des chaises non pliables n'importe comment. C'est là c'est dangereux, quoi. C'est dangereux et ça fait vraiment une scène ouais, c'est hyper confus, mais c'est hyper violent et t'as vraiment l'impression que tout ça existe réellement dans la vraie vie. C'est hyper bien fait. Par contre, il y a un truc que j'ai pas compris encore dans le ring, donc 2 ou 3 minutes avant là où on en est, c'est que Hogan sort littéralement une bombe de peinture de sa bite. Hein. Il la sort de son slip, il l'a devant et il trace un trait jaune sur le dos du Macho Man. Sur le dos de Macho Man, oui. Qu'est-ce que ça signifie ce trait jaune ? Parce qu'il n'écrit rien, il trace juste un trait le long de la colonne vertébrale. Tout à fait, de manière très large. Je ne sais pas, peut-être je te sodomise l'esprit avec feu mes couleurs. Je sais pas. Avec feu, putain. Ah oui, parce que tu penses que oui, parce que je me suis dit pourquoi jaune ? Parce que évidemment que tout est noir et blanc avec la NWO. Et pourquoi juste un trait ? Je sais pas. Qui est pas genre le début d'un trait d'un N et après il a plus de peinture, c'est vraiment en plein milieu du dos. Donc je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça ? Ou alors c'est genre je t'ai mis de la peinture sur la colonne. Bon courage pour te laver parce que on peut pas te toucher en plein milieu, tu vois. Donc hein ? Tu vas demander à ton pote qui te frotte avec le côté vert de l'éponge. Voilà. Donc oui, tu disais, on est au commentateur. Hogan tease 6, 7 non. et 8. Oui, mais alors, il parle de 7-8, mais il a dit qu'aujourd'hui, il a dit Ted DiBiase, toi qui nous as annoncé le 5e, aujourd'hui, on a le 6e. Non. J'ai cru rêver alors. Tu as cru rêver ? Non, il dit on est 5 et peut-être 6, 7 et 8. C'est ce qu'il dit. Et il mime avec les doigts. Non. Ted DiBiase était quoi ? Toutes les semaines, le mec va me faire des débats sur qui est Quattro et qui est Cinco. La semaine dernière, Ted DiBiase c'était Quattro. Cette semaine, Big Show c'est Cinco. Oui, mais pour moi, j'arrive pas à mettre un Quattro sur le front d'un mec qui n'est pas actif dans le ring. Ça peut pas être un manager dans le ring, mais il a un rôle extrêmement important parce que du coup, le géant prend le micro en disant que c'est Ted DiBiase qui l'a contacté et qu'il est là pour la grande vie, les rôles de cinéma, les maisons, les voitures, et que c'est Ted DiBiase qui lui a fait miroiter tout ça, et que l'alignement avec la NWO va le propulser vers le rang de superstar, et les femmes, les voitures, plein de privilèges. Voilà. Et l'émission se termine là-dessus. J'ai regardé le Raw qu'on va enregistrer après et qu'on va diffuser le 6 septembre. Oh putain. Putain, quand tu passes de ça à Raw, oui. tu te dis que c'est un miracle qu'il y avait, comment dire, la réputation, l'ancienneté, enfin tout ce que tu veux de la VVE, qui fait qu'il y avait encore 2,5 millions, 3 millions de téléspectateurs, parce que c'est... Oui, là on est en plein dans une tradition ancrée et sinon absolument rien d'autre en fait. Ouais. Et oui, alors il y a d'autres trucs un peu symboliques. Il y a Hogan qui arrache le logo WCW et qui crache dessus. Il fait cracher le géant aussi. Et comme tu l'as dit, il y a un moment qui est vraiment super cool, c'est que tu as les gentils qui reviennent et qui jettent des chaises non pliables. C'est un peu n'importe quoi, c'est assez violent. Et là, je sais pas si tu l'as vu, parce que moi j'avais l'œil à cet endroit-là, mais il se passe tellement de choses que peut-être que tu es passé à côté. Mais du coup, tu as donc le Big Show qui est sur l'estrade des commentateurs. Et tu as Mongo qui arrive et qui le tape, mais d'une force avec une chaise. Mais vraiment, genre, je mets tout ce que j'ai, sauf que vu qu'il est en bas de l'estrade, il tape comme ça. Et donc, ça tape vraiment dans les côtes du Big Show, tu vois. Et il met toute sa force et le Big Show se casse la gueule de l'estrade. Du genre, vraiment, genre, ce que tu viens de me faire, ça m'a fait tomber du truc, quoi. Ah merde, j'ai pas vu. Tu vois que le Big Show tombe de l'estrade et qu'il remonte un peu en galérant. Genre, bon, c'est en haut que ça se passe, il faut que je remonte. Mais c'est d'une violence. Et tu vois que Mongo, il veut être... Mongo, il est super chaud. Hein. Il est vraiment... il est toujours très chaud. Il veut être partout, tu vois. Et putain, le coup de chaise qu'il le met, et c'est des chaises qui sont déjà dépliées, tu vois. Oui, c'est des chaises avec le dossier en plastique qui ne se
Oui, oui. Oui, qui ne se plie pas, ouais. Et donc, du coup, Voilà. énorme coup de chaise de Mongo. J'ai éclaté de rire. Je suis, putain, mais comme il l'a rossé là. Et vraiment, tu vois que le Big Show, ça lui a fait mal. Il est tombé du truc, quoi. Donc, oui, oui, très, 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 très bonne fin de show. Ouais, oui, oui, génialissime. Génialissime à tous les niveaux. Oui, Comme je t'ai dit, hein, moi, je n'ai qu'une hâte, c'est de torcher les Raw le plus vite possible oui. et de prendre de plus en plus de plaisir à ces nitros qui. Voilà, je m'étonne de nouveau de découvrir en fait que la NWO c'était de la merde pendant 3 mois et du jour au Ouais. lendemain, c'est devenu génial. Bah, ils ont trouvé la bonne formule avec les Ouais. cannes de peinture, Les cannes de peinture. les cannes de peinture, voilà, les attaques à plein, fin de show dans la confusion, les détritus, tout ça, voilà. Ça deviendra l'identité du truc. Ils ont trouvé la bonne recette. C'est ça. Donc, pour le prochain Nitro, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le 9. Mais avant ça, le 6, il y aura le Raw spécial, le Friday Night Championship Raw, qui avait eu lieu le 6 septembre 96, avec le match Shawn Michaels Goldust. Donc, on vous donne rendez-vous dans 4 jours, les amis. Et puis, Voilà. voilà. Priorité Moi, au tennis, comme d'habitude. Comment? Priorité au tennis, comme d'habitude. Ah oui, oui, tout à fait. Voilà. Donc, on kiffe. On espère que vous avez kiffé. Et puis, eh ben, dans C'est 4 parti jours. pour la deuxième année de catch. Ouais, c'est parti. Au revoir, Dans Dimitri. 4 jours. Yeah, yeah.